et bienvenue dans la pile à lire de mai. Oui, alors je vais enregistrer deux vidéos à la suite parce que j'ai du temps et que je peux me le permettre. Je viens d'arriver, j'ai encore l'eau sweet sur le dos. Motivée. Ah ouais, sinon après, si je quitte, je fais plus. Bon, alors pile à lire de mai, comme d'habitude. Relecture de George Sand. Au mois d'avril, donc au mois dernier, j'ai lu La Petite Fadette. Ça m'a fait vraiment très plaisir de la retrouver. Ce mois-ci, je sais pas. Ça sera l'inspiration selon ce que les filles vont lire sur le groupe, qu'elles vont dire ah tiens, je vais lire ça, machin. Je verrai ce que je lirai. Donc, au programme de mai. Ah bah, il y a de tout. Alors c'est quand même un tout petit peu historique, mais pas historique comme vous le pensez. Calmez-vous. Voilà. Mais non, non, vous allez voir, oui, il y a de l'historique, évidemment. Connaissant les uns. Alors, oui, je sais, il y en a qui m'auraient dû se casser, c'est dommage, hein, mais voilà. Alors, premier que je vais lire, La Gantière de Daniel Croze. Alors, je l'ai mis en grand là parce que je n'ai pas les livres. Enfin, si, un seul, mais oh la dourdasse, je l'ai mis là-bas au fond. Bon, ouais, c'est pas grave. Je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai des incrustes. Tenez, d'ailleurs, je vais me décaler. Bougez pas, en direct live. Je me décale, voilà, qui se décale pour bien mettre la photo ici. La Gantière de Daniel Croze. Alors, j'ai déjà parlé de Daniel Croze. Je pense que j'emmerde tout le monde avec Daniel Croze, y compris comme Antoine Choplin. C'est un auteur aveyronnais qui fait, alors outre des très beaux livres, tous édités chez Rouergue, hein, bah, évidemment, tu m'étonnes, Rouergue, Aveyron, qui sont quelquefois des livres d'art, mais il fait beaucoup de romans sur l'histoire de l'Aveyron, sur l'histoire de son pays. Et donc là, on est en 1908, avec une jeune femme, Alice, qui a fait grève dans les caves de Roquefort et qui est renvoyée pour ça et qui va se retrouver à travailler en fait à Millau dans une usine de gants. Voilà, les piqueuses de gants. Ça lui convient pas et elle va décider de partir à New York, enfin aux États-Unis, pour tenter sa chance. Elle va rencontrer un garçon et ils vont décider de revenir au pays pour monter leur propre usine. Voilà. Alors c'est un peu une histoire de Rastignac au féminin, version avéronaise, avec la plume de Daniel Croze. Moi ça me va très très bien, voilà, mais ça me donnait très envie. Autre, ça c'est le livre du carnet. Alors c'est un livre que j'avais vraiment très envie de lire, qui m'a été conseillé par mon amie Karen, américaine. Alors Karen aux États-Unis, c'est un peu une insulte pour une femme, c'est péjoratif. Elle est professeure d'histoire américaine dans une université. Elle n'est pas débile, voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui on parle d'histoire, etc. Et un jour, quand elle avait vu sortir, moi j'aime bien le Russell Banks, et elle m'avait dit, tiens, regarde, il y a un livre qui sort, justement, qui peut être vachement intéressant. D'ailleurs, il y a deux livres qu'elle m'a recommandés. Machin, je lui avais dit, ah oui, il me plaît, Lisa. Donc il est sorti du carnet, mais très tard. En fait, c'est un livre qui parle de Owen Brown, qui est le fils en fait de John Brown, qui est un célèbre abolitionniste américain, qui était un pourfendeur vraiment de la cause, etc. Et ce monsieur Owen va être interpellé par une étudiante de Columbia University et qui va lui poser des questions sur son père, etc. Et en fait, ce vieil homme, parce que elle rencontre Owen, il est quand même vieillissant, il va lui parler de son père, mais il va lui parler des souvenirs sereins qui sont liés à son inactivité, mais des souvenirs moins drôles, plus tumultueux. Et il y a une part d'ombre qui va sortir évidemment sur le caractère et l'engagement de son père, donc de John Brown. Sous la plume de Russell Banks, je pense que ça ne peut que me plaire. Elle l'a lu, elle a beaucoup aimé, donc il n'y a pas de raison. Je crois que Owen, c'était son troisième fils, à John Brown. Oh, si Karen passe par là et qu'elle entend des conneries, je vais me faire tuer. Autre livre. Alors c'est un livre d'un auteur français que j'aime beaucoup qui s'appelle Stanislas Petrovski, que j'ai connu en vérité dans sa série Requiem. Vous savez, ce curé, comment dire. Oh bah là, oh bah on en est à... Ouais, voilà. Alors,
Requiem, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, c'est une saga que j'adore. Tous ces tomes sont top. Si vous avez les oreilles chastes, les yeux chastes, la morale chaste, voire assez obtus d'esprit, n'y allez pas, hein, parce que Requiem, ça boit, ça baise et ça aide le Vatican, puisqu'en fait, c'est un envoyé spécial du Vatican. Mais il est que... Mais c'est pas grave, la soutane vole très très souvent. C'est très drôle. Voilà. Mais il est connu aussi, Stanislas Petrovski, pour ses livres d'histoire pure. Et il avait écrit ce magnifique livre sur l'histoire d'un camp qui s'appelait Ils étaient 20 et 100, qui est une merveille que j'avais chroniqué sur la chaîne, etc. Et là, il sort Les ombres de Ravensbrück, donc camp de femmes, et il va parler de ce Gunther, de ce jeune Gunther, qui est en fait un jeune Allemand qui est opposé au nazisme, qui est très doué en art, et qui va se retrouver en fait promu, si on peut appeler ça une promotion, mon garçon, entre guillemets, illustrateur officiel de Ravensbrück. Et il va passer toute sa... Alors pour lui, c'est pas vraiment un travail, c'est vraiment... il limite s'il se pense interné aussi, mais il va passer sa vie à dessiner la construction de Ravensbrück, les premiers convois, l'intérieur, l'extérieur, etc., jusqu'à la libération. Et en fait, il va se retrouver très souvent des deux côtés du camp. Pour un homme qui n'était pas pour le Troisième Reich et qui voyait ça sous ses yeux tout le temps, contrairement au photographe de Auschwitz qui lui a dû prendre son pied. Voilà, donc j'aime beaucoup la plume de Petrovski, j'ai beaucoup aimé sa façon de voir l'histoire sous Ils étaient 20 et 100, donc je ne peux, je pense, que aimer Les ombres de Ravensbrück, sachant que je pense que les ombres, c'est dans les deux sens, les ombres crayons et les ombres gens. Autre livre que je lirai, et ça a été évidemment recommandé par Karen, c'est Une poussée de fièvre de Timothy Egan. Alors, ça se passe dans les années 20 aux États-Unis, qui était une période, comme en Europe, à Berlin, à Paris, très années folles. Le jazz, il y avait des fêtes à pas finir, du champagne partout, enfin bon, bref. Mais c'est aussi, et comme en Europe, contrairement, on n'a pas eu ce genre de gros connards, excusez-moi du terme, mais il y a Goza, bon, qui me vient à l'esprit quand je pense à eux. Mais on a eu cette vague-là de racisme, d'antisémitisme, etc. Eux, c'est racisme très primaire, basique, noir-blanc, quoi qu'ils aiment personne, à part eux. Le Ku Klux Klan. Et Dickinson, qui est leur grand... non, Stephenson, qui est leur grand Manitou, enfin, qui est le chef à plume des gros cons, pour parler élégamment. Et vraiment un mec très puissant à cette époque-là, il a ses entrées dans toutes ses sphères, etc. Et va se dresser face à lui une femme, Marge Oberholzer, qui va réellement vouloir s'opposer à ces types qui font peur à beaucoup de gens dans le sud des États-Unis, parce que entre ceux qui adhèrent à leur truc, bon, ceux-là, ils sont perdus pour la cause. Mais il y en a quand même pas mal qui ne sont pas pour eux et qui, on la trouille parce que je rappelle, on brûlait des maisons, pouvaient vous tuer, un peu comme des exécutions sommaires, voilà, ou par influence, vous faire perdre votre travail, et plus si affinité. Voilà. Elle va vraiment se dresser contre eux, alors il va la faire enlever, il va la kidnapper, il va la faire kidnapper, il va la torturer, il va la violer, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais elle va se dresser tout le temps contre lui, même quand elle va réussir à revenir sur le devant de la scène, elle n'a pas peur, même pas peur, voilà. Donc c'est vraiment... alors Karen est très spécialisée dans cette histoire-là, puisque un de ces deux, parce qu'elle en a deux, enfin elle en a plus, mais sur cette partie-là, je crois que c'est un de ses PhD est spécialisé dans l'ombre noire du Ku Klux Klan, donc elle connaît, donc elle m'a dit, vas-y, c'est un roman, mais vas-y, voilà. Autre roman, alors c'est un roman slash rapport de vie, même si c'est un personnage qu'il prend, c'est Deutschland de René Strandzun. Non, alors à chaque fois. Strandzunz. Alors, T-R-I. Vous savez, les dyslexiques, c'est très compliqué là. Trent Stranzius. C'est T-R-I-N.
T-Z-I-U-S. Bon, écoutez, je vous le mettrai dans la barre d'infos, il vaut mieux, on va l'appeler René, hein. Voilà. C'est un roman, en fait, enfin, c'est un livre, qu'on avait dans la bibliothèque familiale, qu'on a toujours eu, que j'ai toujours vu, que mes grands-oncles ont lu à l'époque, parce qu'il est vieux, il est sorti chez Gallimard il y a quelques années, décennies. Et il m'avait toujours dit: «Il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire». Bon, vous connaissez, des fois on vous dit: «Il faut le lire», mais vous avez tellement de trucs et qui vous viennent de suite et tout, bon. Et la dernière fois je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Donc ça m'a un peu énervée parce que je sais qu'il était dans les trucs familiaux, je savais dans quelle bibliothèque, donc je suis allée voir, j'ai pas trouvé. Limite, j'ai tout balancé par terre pour chercher. Je suis allée voir ailleurs, à droite, à gauche, sur les côtés, je l'ai pas trouvé. Donc ça m'énervait un peu, mais je voulais le lire. Donc j'ai lancé mes chiens sur ça et je l'ai retrouvé pour 3 francs 6 sous. Enfin, quand je dis 3 francs 6 sous, j'ai dû le payer 15 euros, 10-15 euros. C'était paru chez Gallimard, et donc je me suis dit: «Oh, c'est une vieille édition, bon, pas mal». Et en fait, quand je l'ai ouvert, je me suis aperçue qu'il était numéroté. Et il est numéroté comme étant parmi les exemplaires que Gallimard a donnés à l'auteur. Voilà. Ça vaut quand même beaucoup plus cher que 12 euros, hein, théoriquement, mais bon. Bah, je pense que les gens, c'était marqué sur l'annonce, hein, qu'il était numéroté, mais alors je sais pas si c'est un roman qui est très connu. Je suis pas sûre que ça soit si connu que ça. Sachant que, ils en ont tiré quand même pas mal, hein, parce que, moi, il est 601, les 600 premiers, c'était pour les journalistes, les officiels, enfin tout ce que Gallimard a arrosé à l'époque sûrement. Voilà, et donc après c'était, je crois qu'il en avait 50 à peu près. 50 ou 100 ou 150, je sais plus, mais enfin bon bref. Donc ça s'appelle Deutschland, c'est un monsieur qui s'appelle André, qui a 24 ans et qui va partir à Berlin dans les années 20, donc dans ce lieu de, voilà, sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin, il n'y avait pas le rock'n'roll, sexe, jazz et rock'n'roll. Non, sexe, jazz et pas rock'n'roll, mais voilà, tout ce qu'il y avait, Berlin, les années folles, etc. Les clubs, le jazz, tout ce qu'on peut imaginer qui était à Paris et ailleurs, bah, c'était ça dans les années 20, en plus de la crise économique. Et en fait, il va faire un panorama des années 20 en Allemagne. Alors évidemment, il y a 24 ans, vous imaginez bien que la première chose qu'il remarque, c'est les filles. Voilà. Et ensuite, vraiment, il fait un panel de ce que je me rappelle de toutes les modernités qui étaient à l'époque. Vraiment, l'Allemagne était un phare sur certaines choses dans la modernité, jusqu'à évidemment la descente aux enfers. Voilà. Donc, Deutschland, René Tenzus. On va dire Tenzus. Hein, Tenzus. Voilà. Et dernier, alors là, pour le peu historique de chez historique, ça s'appelle Alexandre, l'orphelin de la table, donc de la table ronde, de Emanuele Orioli. Donc si vous m'avez suivi, vous savez que Ségurant, je l'avais adoré, je l'avais mis dans mon top de l'année, qui parlait donc du chevalier au dragon. Là, c'est un chevalier qui est censé être, enfin qui est censé, selon les textes, être le plus beau chevalier de la table ronde. Toison d'or, enfin cheveux d'or, visage charmant, il suscitait l'admiration autant par ses adversaires que par les gens qui l'aimaient bien, les filles se pâmaient devant lui, bla 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 bla. Bref, il est orphelin de père et on lui donne la mission de retrouver le perfide tueur de Papounet. Et donc il va aller combattre, machin, enfin bon bref, avec une détermination à toute épreuve. Et c'est un espèce de voyage initiatique avec bah, la quête de la vengeance, mais aussi l'amour. Je crois qu'il y a des magiciennes au milieu, néfastes, machin. On dit que c'est le texte, enfin j'ai entendu un message, une interview de Emanuele Arioli qui a dit en fait c'est quand même teinté de traits de espèce de sensualité un peu genre érotisme latent machin. Ça ne peut que me plaire, on est bien d'accord sur la question. Voilà, table ronde, joli garçon. Écoutez, il s'appelle Alexandre comme le grand. Moi, à un moment donné, si vous me filez des trucs comme ça, je m'évanouis. On est bien d'accord. Bon, écoutez, voilà. C'est tout ce que je vais lire au mois de mai. Je trouve que c'est pas mal et en plus c'est assez diversifié, même si la ligne directrice est quand même histoire, mais c'est de l'histoire un peu de tout.
Alors beaucoup des États-Unis visiblement, donc ça va me faire pas mal de choses à dire. Voilà. Tout est désespérant quand même. Enfin désespérant, moi je savais pour désespérer, il va falloir beaucoup parce que quand vous aimez l'histoire et vous connaissez les certaines périodes, vous vous dites: «Ouais, de toute façon, ils ont pas inventé le fil à couper le beurre les mecs, hein, ni l'eau froide». Voilà donc ah surtout pas le vice-président. Non, lui il a inventé rien du tout par la connerie. Et puis monumental quand même, hein. Quel garçon! J'ai envie de le taper à chaque fois que je le vois. C'est physique, hein, c'est vraiment. Même avant qu'il soit vice-président, quand il était juste élu et je freinais des diffères quand je le voyais lui, mais pas pareil, hein, il ne pouvait pas le saquer, donc visiblement, il y a quelque chose en dessous. Les Républicains, il n'aime pas. Alors, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc ça fait 6 livres, plus le George Sand, je ne sais pas lequel. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous en avez lu. Peut-être, je pense que, alors Pretovsky, peut-être sur les armes de Ravensbrück, il y en a qui l'auront lu. Ils étaient 20 et 100, je pense qu'aussi. Dites-moi si vous avez déjà lu Dutchland, ça m'intéresserait. Karen m'a dit qu'à mon avis, une poussée de fièvre, alors je ne me rappelle plus le nom en anglais, et a fait un tabac, alors en Europe, elle m'a dit, donc visiblement, il a été très bien reçu. Je ne sais pas, c'est Hux qui me mordit le mollet. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je l'ai vu tourner, mais peu, quand même, voilà. Donc ça, c'était la pile à lire. Je tourne tout de suite après, vous aurez donc la même tranche et le même haut, la vidéo sur mes coups de cœur, entre les guillemets, enfin, coups de cœur, les livres que je vous recommande de lire pour 2018. Voilà. Voilà. Vous allez voir, il y en a qui vont s'emballer, je pense, hein, parce que oh, je m'emballe vite quand j'aime, je m'emballe. Pas ma faute. Hein. Ah, quand on est passionné, c'est comme ça. Allez, Général Hux qui a mes pieds et qui continue à me mordre le mollet, vous fait des bisous. Il fait un peu sa star, hein. Vous savez, lui, il apparaît que dans les lives. Je ne sais pas dans quel ordre sera cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura la pile à lire, enfin si je mettrai cette pile à lire avant, le point lecture après, si j'aurai le temps de le tourner demain. Parce que j'ai pratiquement fini, donc je pense le tourner demain, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Alors si j'ai pas le temps, je mettrai ça d'abord et après le point lecture quelques jours après. Sinon, bah, vous verrez. Voilà. Allez, à bientôt.